Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 5 de la série Prise de conscience. On va parler médias, on va parler Netflix, on va parler culture populaire en général, et également un petit peu éducation nationale, puisque ce matin, en faisant des recherches pour ma propre culture, je suis tombé sur l'histoire d'un homme qui m'a bien intrigué et qui m'a vraiment intéressé, et je me suis demandé où est le film Netflix sur l'histoire de ce personnage, et également où sont les cours d'histoire sur ces personnages-là, puisqu'au final je suis tombé sur ce personnage, ça m'a donné envie de faire plus de recherches sur d'autres personnes qui étaient dans un cas similaire, ou du moins où l'histoire était similaire, et je me retrouve avec trois biographies courtes à vous présenter, et ensuite je vais vous exprimer mon avis là-dessus. Et pourquoi je pense qu'il faudrait peut-être plus mettre l'accent là-dessus plutôt que de faire du révisionnisme historique à outrance comme Netflix, HBO, Amazon Prime et toutes ces plateformes-là le font. Et comme même certaines universités, alors peut-être pas en France, mais plutôt aux États-Unis, s'amusent à le faire. Ok. Donc dans un premier temps, on va parler du général Thomas Alexandre Dumas, qui est le père en fait d'Alexandre Dumas, qui est le célèbre écrivain qu'à mon avis tout le monde connaît, enfin j'espère, sinon retournez à l'école, sincèrement c'est inquiétant, qui est celui en fait qui a écrit Les Trois Mousquetaires, donc l'histoire avec D'Artagnan, tout ça, tout ça. Et il a également produit d'autres ouvrages. Et donc son père, Alexandre, donc, qui s'appelle également Alexandre Dumas, est né le 25 mars 1762 à Saint-Domingue, qui est en fait le nom de l'ancienne colonie française d'Haïti, qui faisait du coup encore partie de l'empire colonial français à cette époque. Et il était le fils d'un noble français, un propriétaire d'exploitation, et d'une esclave africaine, et il a été élevé en fait par sa grand-mère après que son père ait décidé de quitter la famille. En 1776, donc à l'âge de 16 ans, si je dis pas de bêtises. Oui. Non, 14 ans, pardon. Il part en France métropolitaine pour suivre une éducation militaire. Et il rejoint l'armée française 10 ans plus tard, donc en 1786. Sauf que bon, comme on le sait très bien, 1786, c'est encore la monarchie, mais ça commence à être tendu pour le roi. Et du coup, il sert en fait dans les armées révolutionnaires juste après. Donc il a fait quelques années dans l'armée royale. Et ensuite, il entre dans l'armée révolutionnaire, ce qui lui a permis de rapidement gravir les échelons, puisqu'à cette époque-là, tout comme Napoléon par exemple, c'était tellement le bordel de partout, il y avait tellement de nettoyage, etc., que ceux qui passaient entre les... Et quand je dis nettoyage, je parle clairement de coupage de tête, c'est juste un mot pour... c'est juste un mot pour être plus formel et plus poli. Mais effectivement, vu qu'il y avait énormément de coupage de tête à cette époque-là, ceux qui passaient entre les mailles du filet, si vous voulez, euh, pouvaient gravir les échelons rapidement. C'est exactement comme en Union soviétique à l'époque, un peu plus tard du coup, où lorsque Staline faisait ses purges, etc., ceux qui restaient, donc ceux qui étaient, on va dire, soit de confiance, soit pas ciblés ou soupçonnés d'aller à l'encontre du régime ou de porter préjudice au dictateur, et croyez-moi, ils n'étaient pas beaucoup étant donné la paranoïa du type, pouvaient monter soit parce que justement c'était leur pote, soit parce que justement ils pouvaient, vu qu'ils n'étaient pas inquiétés, ils montaient puisqu'ils prenaient la place de quelqu'un d'autre au-dessus qui lui avait été inquiété. Et donc il rejoint les armées révolutionnaires, il sert aux côtés de Bonaparte, et ensuite il a été envoyé en Italie, où il a participé pardon, à plusieurs batailles contre les forces autrichiennes, les forces autrichiennes, excusez-moi. En 1798, il va avec Bonaparte en Égypte, puisqu'il y a eu une expédition en Égypte contre les Anglais à cette époque-là. Et il a également joué un rôle important lors d'une bataille contre les Ottomans, mais il a été capturé par ces derniers et emprisonné pendant 2 ans avant d'être échangé contre un prisonnier de guerre français. Ensuite, une fois qu'il a été libéré, Dumas retourne en France. Il a été accueilli par le premier consul Bonaparte, qui l'a nommé général de division, puisque justement il a reconnu son courage et sa loyauté. Et Bonaparte à cette époque-là, était déjà à la tête du pays, sous le régime du Directoire.
Et à partir de là, il a été envoyé dans les Alpes une dernière fois pour aider à réprimer une révolte contre la domination française, pardon. Une révolte qui a été matée dans le sang, donc où l'armée française a gagné, et est mort en 1806 à Villers-Cotterêts. Déjà, je trouve que l'histoire du bonhomme, bien que courte dans ce que j'ai pu trouver, après ça reste une histoire générale, je suis pas là pour faire la biographie complète du type, il y a des gens bien plus compétents et bien plus expérimentés que moi pour le faire. Je trouve que l'histoire est exemplaire en fait. On parle de quelqu'un qui est né dans la merde, clairement. Alors, il avait un avantage, effectivement, c'est d'avoir un père noble. Dans une. Voilà. D'avoir un père noble qui a pu le prendre sous son aile, puisque du coup, c'est comme ça que ça se passait à l'époque. C'est que si on avait un enfant, ce qu'on appelait des mulâtres, donc en fait, c'était des métis, euh, le propriétaire, puisque souvent, du coup, c'était en général un. Le père était en général le blanc, et la mère l'esclave africaine, euh, ou du moins issue de la traite. Souvent, alors pas tout le temps, effectivement, mais ça arrivait que du coup le père reconnaisse l'enfant et le prenne sous son aile, ce qui a été son cas, du coup. Et donc effectivement, il avait peut-être cet avantage-là que les autres forcément n'avaient pas, effectivement, puisqu'ils étaient traités, ils étaient maltraités, bien sûr. Mais ça reste une belle histoire, puisqu'à mon avis, à cette époque-là, quand bien même on était le fils d'un noble, donc d'un blanc, euh, je pense qu'on était quand même mal vu. Et pour arriver au rang de général, bon, faut y aller quand même. Sincèrement, faut y aller. Et ça m'amène à parler de la deuxième personne qui est un petit peu plus connue, dans l'histoire de France également, qui s'appelle Toussaint Louverture, qui est également surnommé le Napoléon Noir. Et on va voir pourquoi. Donc c'était un homme d'État qui est né à Haïti, pareil à Saint-Domingue. Il est né dans une... Et lui par contre c'est une autre histoire, c'est-à-dire qu'il est né dans une plantation sucrière de la colonie, mais il a été affranchi et éduqué par son propriétaire. Ensuite il a travaillé comme maître d'hôtel avant de devenir esclave libre, donc affranchi, et de planter... en fait il a lancé une plantation de café qui a bien prospéré, il a pu rentrer de l'argent comme ça. Et en 1791, donc dans le contexte, c'était tellement le bordel en France qu'il y a eu des révoltes en fait dans les colonies également, pour diverses raisons. Et dans ce cas-là, c'était une révolte d'esclaves qui a éclaté du coup à Saint-Domingue et qui a été dirigée par un ancien esclave qui s'appelait Duty Boukman. Donc tout ça a rejoint la rébellion et rapidement il prend le commandement d'une force de milliers de rebelles. Il a dirigé des attaques contre les plantations et contre les villes et il a forcé en fait les autorités à négocier avec les rebelles. En 1794, la Convention nationale, donc ceux qui dirigeaient la France, abolit l'esclavage dans toutes les colonies françaises, y compris à Saint-Domingue. Et du coup, tout ça en fait change de camp et combat pour la France, puisqu'il y avait, dans ce contexte de révolution et d'instabilité totale en France métropolitaine déjà, mais également dans leurs colonies, les Britanniques et les Espagnols, ils tentaient des coups, en fait. Ils tentaient de grappiller du territoire, puisque ces colonies étaient économiquement, désolé, c'est un peu compliqué ce matin, étaient économiquement très prospères, rapportaient énormément d'argent au pays. Et voilà, donc du coup, ils voulaient s'en emparer. Ce qui est, vu le contexte, qui est logique, en fait. Ça aurait été étonnant que l'inverse ne se passe pas. Et du coup, il a aidé l'armée française à combattre les Britanniques et les Espagnols. Et en 1797, Toussaint a été nommé gouverneur général de Saint-Domingue par le gouvernement français. Et alors, j'ai pas trouvé de source sûre à ce niveau-là, mais je pense que c'est la première fois que dans un pays occidental, un homme issu de cette situation-là atteint un poste de pouvoir aussi important. Je pense que c'est la première fois dans toute l'histoire occidentale. Bien avant les États-Unis, bien avant l'Angleterre. L'Allemagne encore moins, effectivement, vu ce qui s'est passé récemment. Donc voilà. Ensuite, donc,
Toussaint dirige l'île pendant 4 ans, non, pendant 5 ans, pardon, jusqu'en 1802, où il améliore les infrastructures, il construit des écoles, des hôpitaux, il encourage la culture du café et du coton, et il a créé une armée de 20 000 hommes, composée d'esclaves affranchis et de soldats français, pour protéger l'île, justement contre les tentatives d'invasion britanniques et espagnoles, puisqu'ils continuaient. Ensuite, en 1801, il rédige une nouvelle constitution pour Saint-Domingue, qui a été approuvée par Bonaparte, mais en 1802, Napoléon le trahit et envoie une armée de 40 000 soldats pour rétablir l'esclavage à Saint-Domingue et rétablir le contrôle de la France sur l'île, donc le contrôle total. Tout ça a quand même bien résisté pendant plusieurs mois avec les moyens qu'il avait, mais il a finalement été capturé en juin 1802 et il a été envoyé en captivité en France. Il meurt un an plus tard, mais son héritage il a survécu, c'est-à-dire que ses idées sur l'indépendance et sur la liberté ont quand même inspiré énormément de dirigeants révolutionnaires comme Bolivar en Amérique latine. Et un an après sa mort, en 1804, ses partisans ont proclamé l'indépendance d'Haïti, qui devient du coup la première nation à être fondée par des esclaves affranchis. L'ouverture est considérée comme un des plus grands leaders de l'histoire de ce pays. Et effectivement, alors moi, cet homme, j'en avais entendu parler déjà plusieurs fois parce que je m'intéressais déjà à l'époque napoléonienne et l'histoire même en général. Et c'est vrai que le hasard a voulu que lorsque j'ai fait mon service civique, je me suis retrouvé dans la ville juste à côté de là où il a été emprisonné. Donc où j'ai pu visiter la forteresse, etc. Ce qui est très impressionnant d'ailleurs, je vous invite à le faire, c'est à Pontarlier. Mais à l'école, j'ai pas le souvenir qu'on m'en ait parlé, sincèrement. Et ça m'amène à mener au dernier individu dont l'histoire est la plus récente, et également la moins connue, puisque cette histoire je l'ai vraiment découverte récemment. Donc d'un homme qui s'appelle Robert Small. Donc c'est également un esclave qui lui pour le coup est afro-américain, et qui est devenu un héros de la guerre civile américaine. Comment il est devenu un héros de la guerre civile américaine ? Il a volé en fait un navire confédéré à l'armée confédérée, du coup, à la marine confédérée, et l'a ramené aux forces de l'Union. Donc en gros, pour vous remettre dans le contexte, si vous voulez, en 1861, on a ce qu'on appelle la guerre de sécession qui éclate aux États-Unis. Et pour la faire simple, bien que ce soit beaucoup plus compliqué que ça, en gros, c'est les pro-abolitionnistes au nord contre les esclavagistes au sud. C'est beaucoup plus compliqué que ça, bien sûr, mais pour faire simple, c'est à peu près ça. Et donc c'est de 1861 à 1865. Et du coup, en fait, cet homme, il a été affrété sur un navire de force, hein, bien sûr, pour travailler dessus, où il a appris à piloter le navire. Et en mai 1862, donc un an plus tard, il a élaboré un plan pour voler le Planter, donc en gros le nom du bateau, et le renvoyer aux forces de l'Union. Donc il a eu le soutien d'autres membres de l'équipage qui étaient eux aussi dans la même condition que lui, qui étaient eux aussi des esclaves. Et en fait, pendant une nuit où les officiers confédérés étaient à terre, ils ont volé le navire. Ils l'ont emmené en dehors du port de Charleston, donc qui était, alors je sais pas si à cette époque-là c'était le cas, mais qui était en tout cas la capitale des États confédérés pendant un certain temps, parce que la capitale des États confédérés a bougé, ils en ont eu 3 différentes. Ils ont réussi à éviter les patrouilles confédérées en utilisant des codes et des signaux qui ont été acquis pendant qu'il était à bord. En fait, c'est-à-dire que pendant un an, il a appris tout ça pour justement mettre en place ce plan. Pendant plusieurs heures, il a fait une traversée quand même assez dangereuse. Et il a réussi à atteindre les lignes de l'Union, donc l'Union qui sont les États du Nord, je le rappelle. Et donc son exploit forcément a été salué dans la presse du Nord et même du Sud, parce que ça reste audacieux, même si c'était l'un de leurs esclaves, je pense qu'ils ont quand même trouvé ça audacieux et couillu de faire ça. Après la guerre civile, Smalls il est devenu un leader politique influent en Caroline du Sud. Il a été élu à la Chambre de représentants des États-Unis et au Sénat. Et il a plaidé en faveur des droits des Noirs et de l'égalité,
qui était loin d'être acquise encore à cette époque-là. Il a également aidé à établir des écoles pour les enfants afro-américains et il a travaillé pour améliorer les conditions économiques des afro-américains. Il a continué d'être un militant pour les droits civils jusqu'à sa mort en 1915 et son courage, sa détermination dans la guerre civile ont inspiré d'autres leaders noirs américains. Alors pourquoi je vous ai parlé de tout ça ? Parce que moi, quand je me balade sur Netflix, à part sur Le Dernier Homme, et encore faut le trouver, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait énormément de films là-dessus, je n'ai jamais vu de film sur les exploits de ces gens-là. C'est-à-dire que on nous bassine d'inclusivité de partout. On nous dit qu'on doit intégrer telle ou telle minorité dans la noblesse anglaise du XVIe siècle lors de la création de l'église anglicane, au moment où il y a un roi en fait qui crée une nouvelle religion pour pouvoir remarier ses maîtresses, puisque à force de les décapiter ça commençait à se voir. Mais on ne nous fait pas de film sur ces gens-là. Et moi je trouve ça plus que dommage, je trouve ça aberrant en fait, de vouloir modifier l'histoire. En fait, je trouve ça dans un sens aberrant et dans un autre sens arrogant en même temps. Du point de vue, alors je vais dire notre point de vue parce qu'on est des occidentaux, pas notre point de vue à titre individuel, bien sûr on n'y est pour rien là-dedans. Mais dans le fait de vouloir mettre en avant les minorités dans des contextes où ça n'est pas forcément le cas, alors que on voit que en creusant un petit peu, on trouve des histoires de dingue, des histoires où on peut faire des livres, des films, des séries, des jeux vidéo même, enfin voilà, on peut tout faire avec, où justement des individus de ces minorités-là sont le héros principal. Et c'est ça que j'ai du mal à comprendre de pourquoi. Et justement, là je vais vous donner mon opinion là-dessus, mon ressenti. Je pense sincèrement que c'est purement volontaire, puisque ces histoires sont quand même... Enfin, comme dit, moi, ces histoires, sincèrement, j'ai tapé vite fait les noms, je les ai trouvés rapidement. Alors, très résumé, bien sûr, mais je pense que si on veut, il doit bien y avoir quelques livres, mais dont la promotion n'a pas été folle. Alors, pourquoi ? Une raison de fric, tout simplement, déjà dans un premier temps, une raison de diviser. Je pense sincèrement que si on prend rien que ces trois-là, on fait un film avec un budget hollywoodien, j'allais dire illimité, bon, peut-être quand même pas, mais pas loin, je pense qu'il y a de quoi faire. Honnêtement, je pense qu'il y a de quoi faire. Et comme dit, c'est quelque chose... Enfin, moi je trouve ça vraiment dommage et arrogant, parce que ça veut quand même dire que, ok, moi je le vois comme ça. Quand je tombe sur un film Netflix où il y a... Là, on parlait de minorités en rapport à une couleur de peau ou d'une condition sociale, mais ça peut être dans d'autres cas. Ça peut être des minorités sexuelles, ça peut être des minorités religieuses, ça peut être voilà, ce qu'on veut. Ça veut dire, ok, en fait, vous produisez rien, vous avez rien produit, ou du moins rien de connu, donc on vous inclut dans des trucs que nous on a produits. C'est super arrogant en fait, puisque c'est pas le cas. Je viens dans toute civilisation, dans tout peuple, avec des personnes de toute obédience religieuse ou de toute orientation sexuelle, on a toujours... Les gens ont toujours produit ou pas produit. C'est une question individuelle en fait. Moi je commence vraiment à en avoir marre, et je pense ne pas être le seul, à voir des groupes, en fait, avoir les choses prises en groupe. Je sais pas si c'est clair. Le fait que justement on assimile telle personne qui a fait tel truc à un groupe. Non, on assimile des actions à un individu, pas à un groupe. Et on assimile des histoires à un individu si ça concerne un seul individu, ou à un groupe d'individus si ça en concerne plusieurs. Là, ok, effectivement, mais c'est un groupe d'individus. C'est pas un groupe selon justement une couleur, un sexe, une religion, peu importe. Donc effectivement, je trouve ça dommage, et je pense que c'était important de le mettre en avant, important de parler de ces gens-là. Je vous invite également à faire vos propres recherches là-dessus. Moi-même, je vais le faire, parce que là, sincèrement, je suis tombé là-dessus J'ai commencé à enregistrer il y a une quinzaine de minutes, je pense. Je suis tombé dessus il y a une demi-heure. Bon, allez, non, on va dire 45 minutes. Sur l'histoire de Robert Smalls, et du coup, ça m'a inspiré pour aller récupérer les histoires de Thomas Alexandre Dumas et Toussaint Louverture, que je connaissais déjà dans les grandes lignes, mais où il me fallait un petit rafraîchissement. En tout cas, je vous invite à le faire. Parce que justement, c'est comme ça qu'on arrivera à lutter contre ce politiquement correct à la con, et qu'on arrive à mettre en avant les exploits que
justement ces minorités font, puisque ces minorités ont fait des exploits au même niveau que nous. Mais au lieu de faire des films, encore une fois, alors, il y en a eu, effectivement, mais la promotion, elle était pas dingue, sincèrement. Sur Toussaint l'Ouverture, il y en a eu. Sur Robert Smalls, il y en a eu un de Netflix, mais ils ont attendu 2021. Alors que Dieu sait que Netflix fait du politiquement correct depuis sa création dans les milieu des années 2000. Bon, et encore, et même comme dit, encore une fois, ce film, il n'a pas été, il n'y a pas eu une promotion de malade mental. Voilà. Et sur Thomas Alexandre Dumas, je n'en ai pas trouvé. Si vous en trouvez, n'hésitez pas à m'en faire part, il n'y a aucun problème. Mais personnellement, j'ai trouvé sur le fils, ça oui, puisque le fils est quand même beaucoup plus connu que le père, mais pas sur Thomas Alexandre Dumas en lui-même, pardon. Ok, je pense qu'on est bon pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, je vous invite à laisser un j'aime, à me mettre un commentaire si vous avez des suggestions, des informations à apporter. Je suis là pour ça. Et je vous dis à la prochaine.